Anatole du 49 me dit Aurélien Tchouaméni, pressenti pour quitter le Real cet été, dans quel club le voyez-vous rebondir? Je ne sais pas, je le vois rebondir dans un club avec probablement moins de niveau et moins d'ambition que le Real, parce qu'encore une fois, et je le dis et je le répète, notamment quand je fais les notes de l'équipe de France, je trouve ce que fait Tchouaméni avec le ballon particulièrement mièvre. Je trouve que quand il joue au milieu, il joue tellement bas qu'on peut pratiquement l'assimiler à un troisième défenseur central. Je trouve que c'est un piètre niveau pour un capitaine de l'équipe de France. Je trouve aussi que ses prestations avec le Real ne sont pas suffisantes, d'autant plus que le Real, on le sait, avec l'arrivée de Mbappé, est beaucoup trop déséquilibré vers l'avant et qu'il faudrait au contraire un joueur beaucoup plus costaud que lui dans cette position, sans oublier, je le répète, semaine après semaine, que le Real n'a pas jugé bon de remplacer Toni Kroos, ce qui est évidemment une erreur fondamentale qui risque de payer toute la saison. Olympicolo me dit, quel serait ton 11 titulaire si tu étais coach de l'OM? Wai ou Mopé? Harit ou un milieu à 3 dans ce cas-là? Quel troisième milieu? Rowe ou Henrique en ailier gauche? Quel arrière droit? Qui en décès avec Berlardi? Eh ben, Wai ou Mopé, je dirais que sur la forme du moment, Mopé. Harit ou un milieu à 3 dans ce cas-là? Quel troisième milieu? Je sais pas, quel troisième milieu? C'est vrai que tu as Hochberg et Rabiot. Kondogbia me paraît pas être apte à jouer dans le milieu tel que De Zerbi le voit. Rongier, c'est quand même très défensif associé à Hochberg et Rabiot. Et puis Harit, il a le profil technico-tactique pour performer dans cette équipe, mais son niveau est pas suffisant. Rowe ou Henrique, je dirais que pour l'instant, il y a une saine concurrence entre les deux. Quel arrière droit? En l'état actuel, je pense que Lirola est la meilleure solution. Et en décès avec Balerdi, je pense que Marseille doit aussi faire preuve d'un peu plus de patience avec Brasier, qui était quand même très performant avec Brest, même si évidemment il y a un ravin entre le niveau qu'on demande à Brest et le niveau qu'on demande à Marseille. Mais je pense que, en plus, je trouve que Rabier-Balerdi, sur le papier, c'est quand même très complémentaire. Vince me dit, comprenez-vous le coup de sang de Luis Campos à la mi-temps du match PSG-Lens? Non, je ne le comprends pas, parce que d'abord, je ne sais pas pourquoi il a pété les plombs. Alors, je sais que beaucoup disent, ouais, Benassia, il a été sanctionné pour son coup de sang. Mais Benassia, il a fait un coup de sang contre l'arbitre. Campos, il a fait un coup de sang à la cantonade qui devait s'adresser surtout aux défenseurs lensois qui jouaient trop dur à son goût. D'une manière générale, je goûte assez peu les incursions de Campos sur le banc, le bord du terrain et les couloirs du parc. Voilà, il fait son cirque. Ça donne pas une bonne image, ça dégage pas une image de sérénité qu'un club de la dimension du PSG devrait avoir. Et on remarque d'ailleurs qu'il fait jamais ça en Coupe d'Europe. Donc je pense qu'il y a des endroits où il sait qu'il peut tout se permettre et d'autres moins. Après, est-ce que ça mérite sanction? Bon, voilà, il s'engueule avec des adversaires. Si on doit sanctionner tous les gens qui s'engueulent avec ses adversaires, on n'a pas fini. Hein. Mage Tom 414 me dit, qu'as-tu pensé de l'attitude de Hugo Humbert en demi-finale à Bercy? Je l'ai trouvé déplorable et au passage, ça donne pas une très bonne image de nos joueurs français. Je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui étaient d'accord avec moi, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi aussi. Moi, devant ma télé, ça m'a choqué parce que tu voyais que Kachanov, il pouvait plus arquer et lever le bras comme ça, de façon ostentatoire, à chaque point, même quand tu mettais la balle à l'intérieur du court à 2 mètres et que Kachanov pouvait pas y aller. Ouais, j'ai trouvé ça pas extrêmement élégant et Kachanov non plus n'a pas trouvé ça élégant. Après, je veux bien entendre les arguments de première possibilité de finale d'un Masters 1000 pour un Français, qui plus est en France, que voilà, le fait d'être dans un état second, voilà. On me dit aussi qu'Alcaraz est aussi très communicatif, mais
Alcaraz, il est très communicatif quand les joueurs ils sont pas pétés en face. Je pense que ce qui est surtout choquant, c'est qu'il était clair que Khachanov ne pouvait plus gagner. Même si je sais que parfois, des joueurs blessés qui arrivent à s'en sortir. Victor Blédor me dit, est-ce que tu avais suivi la Coupe du Monde 2002 et pourquoi un tel fiasco des Bleus avec une si belle équipe sur le papier? Alors oui, là j'ai suivi puisque j'étais avec les Bleus en Corée. Everybody is a winner at Walker Hill Hotel. C'était l'hôtel des Bleus et c'est ce qui avait marqué sur l'aventure. Tu parles de winner. Je pense qu'on a occulté une chose très importante dans cette équipe des Bleus, c'est la blessure de Robert Pires qui s'est pété les croisés contre Newcastle en Cup en avril. Et Robert, je me souviens qu'à l'époque j'avais dit que c'était une catastrophe pour l'équipe de France. On m'avait dit ouais mais on a Zidane. Ouais, sauf que Zidane il s'est pété contre la Corée en match amical et qu'il n'a pas joué les 2 premiers matchs et qu'il a joué sur une jambe le 3e. Après, on a cherché des tas d'explications, l'hôtel, le casino dans l'hôtel, tout ça c'est des conneries, c'est des foutaises. Je pense aussi que Roger Lemaire a sa part de responsabilité dans cet échec parce que il était tellement en guerre contre la presse que, par exemple, je sais qu'il a changé l'équipe qui devait jouer le 2e match contre l'Uruguay parce que la bonne équipe était annoncée dans la presse et qu'il a changé et qu'il a remis Henry à gauche alors qu'Henry pensait qu'il allait enfin jouer dans l'axe, ce qui a énervé Henry, ce qui a fait qu'Henry a été expulsé dès le début de match. Puis il y a un facteur qu'on ne peut pas occulter non plus dans cet échec, c'est que les Bleus ont tiré 5 fois sur le poteau en 3 matchs. Donc voilà, c'était... ça fait beaucoup d'explications pour un tournoi effectivement raté. Anatole du 49 me dit, le Real Madrid a-t-il manqué de respect au Ballon d'Or ou à Rodri? Aux deux. Aux deux. J'ai beaucoup de mal à comprendre, voire même à admettre l'attitude d'un club de la dimension du Real dans un truc comme ça. Ça fait mauvais joueur, ça fait sale gosse capricieux, ça fait... Et d'autant plus que Rodri, il est espagnol, quoi. Donc, et qu'en plus, je crois savoir que le Real aimerait beaucoup le récupérer. Moi, je suis Rodri, jamais de la vie maintenant, je vais au Real après leur attitude dans cette histoire de Ballon d'Or, même si je sais que les joueurs n'ont pas de mémoire et que l'argent n'a pas d'odeur. Encore une fois, vous le savez tous, ce que je pense du Ballon d'Or et ça n'a aucun intérêt, mais voilà, je pense quand même que ça se fait pas, ce qu'a fait le Real, ça ne se fait pas de se comporter comme ça. Encore une fois, sachant que le vainqueur est un Espagnol et que tout n'est pas dû au Real, voilà, et que le Real n'a pas dit que c'était un scandale lorsque Modric a eu le Ballon d'Or alors que c'était les Bleus qui avaient été champions du monde et que Griezmann ou Mbappé, voire Varane pouvaient aussi prétendre au titre suprême. Yvous me dit, suis-tu un peu la campagne pour la présidentielle américaine et si oui, qu'est-ce que cela t'inspire comme réflexion? Ben, ça m'inspire que c'est nul. C'est vraiment tout ce que je déteste en politique. Alors après, je sais qu'on est aux États-Unis, que le spectacle, le showbiz, tout ça, c'est la façon de vivre américaine qui fait que tout est comme ça, avec des paillettes, des flonflons et des fanfares. Après, on voit bien que tout ce qui est acteur, star de la chanson, sauf pour Kamala Harris, ça n'engage que moi, me semble être d'une nullité absolue. Et puis à côté, en face on a un milliardaire totalement mégalo et hystérique. Donc je pense que quel que soit le vainqueur, l'Amérique n'est pas dans de jolis draps. Mais voilà, ceci, on a suffisamment de problèmes chez nous. Olivier RF me dit, Becker avait gagné le premier Bercy en 86, Zverev gagne le dernier, belle clôture pour le tennis allemand, non? Ton avis sur la question? Oui, c'est une jolie parabole. Je ne sais même pas si les Allemands s'en sont aperçus eux-mêmes. Je pense que Becker, en son temps, était infiniment plus fort que les Zverev aujourd'hui, même si Zverev progresse quand même. Il est moins fragile dans sa tête, il est
plus consistant, notamment, surtout en coup droit. Mais voilà, donc effectivement, on va voir comment il va se débrouiller au Masters. Après, il faut quand même s'arrêter 2 secondes sur la rapidité de la surface choisie à Bercy, qui est complètement en rupture avec toutes les autres surfaces de tous les autres terrains, qui, au contraire, vont pour un ralentissement des surfaces. Même Wimbledon, aujourd'hui, on voit des matchs à Wim qui ressemblent à des matchs sur terre. Alors que là, je me souviens quand j'ai vu Alcaraz contre Humbert, le nombre de balles où on voyait que Alcaraz n'avait pas le temps de s'organiser, surtout en revers, parce que la balle lui giclait dessus. Moi, j'ai rien contre le fait qu'il y ait une multiplicité des surfaces, mais ce serait bien aussi de prévenir les joueurs. Parce que, je ne sais pas, mais peut-être que l'année prochaine, Alcaraz, il va se dire, bah, si c'est une surface comme ça, bah, je ne vais pas venir. Giovanni me dit, vu le désastre médiatique de DAZN, penses-tu qu'ils peuvent faire machine arrière et rebaisser leur abonnement encore une fois? Et toi qui as été l'un des plus grands journalistes, est-ce que les journalistes regardent les critiques de leur émission? Bah écoute, l'autre jour j'ai allumé les journalistes de DAZN, hein, et visiblement j'ai eu des retours, hein. On m'a posé des questions, notamment sur mon terme YouTuber wesh wesh. Il y en a certains qui se sont sentis visés à juste titre. J'ai dit qu'Ambre Godillon minaudait, donc pour me rendre hommage, elle a mis ça dans son profil Twitter. Donc il faut croire effectivement que certains regardent les critiques. Encore une fois, le problème numéro 1 de DAZN, c'est quand même pas non plus ces journalistes, même si je suis pas d'accord avec la ligne éditoriale, que je regrette encore une fois que Smaïl Bouabdella ne commente pas un match, même si j'ai vu avec énormément de plaisir qu'il a commenté Lille-Lyon cette semaine. Le problème, c'est surtout la qualité de l'image qui est dégueulasse, le fait qu'il n'y ait pas de multiplex, le fait qu'il n'y ait pas d'émission, pas de reportage. Enfin voilà, c'est dans l'histoire la chaîne qui propose les droits les plus chers et c'est la couverture la plus dégueulasse de l'histoire. Yvous me dit objectivement Arène Genesio, qui pour moi est un très grand coach, a fini sur les rotules. Aussi bien pour des raisons personnelles que structurelles au club, Florian Maurice est parti, bref, quelle est la faute de Stéphane et quelle est celle du club de Rennes. Rennes est un club beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Rennes, vu de l'extérieur, ça a l'air d'être un club presque pépère de province, avec un super public, un bon centre d'entraînement, enfin bref, tout a l'air de rouler. Le problème, c'est la famille Pinault et surtout le patriarche Pinault qui est capable d'appeler 3-4 fois par jour le président et certainement l'entraîneur, pour lui mettre la pression, pour lui mettre des trucs, et que ça devient finalement très rapidement assez insupportable de travailler dans ces conditions. Stéphane avait jeté l'éponge en son temps, Genesio a jeté l'éponge, Maurice a jeté l'éponge, Olivier Cloarec, lui, il a carrément été viré, Létang a été viré, donc il y a une instabilité à la tête de ce club qui est compliquée. Après, je pense qu'avoir repris Julien Stéphan est une erreur terrible. Je pense qu'encore une fois, te remettre avec ton ex, c'est toujours la plus mauvaise des idées. Et je pense que Massara, le nouveau directeur sportif, il a de toute façon une idée en tête depuis qu'il est là et qu'il ne voit pas l'avenir avec Stéphan. En même temps, peut-être que quand vous serez en train de regarder cette question d'en face à Pierrot, Stéphan aura pris un coup de chausson dans l'après-midi. Ça, on ne peut pas le savoir, hein. Jérôme Zèbre Bleu. Jérôme Zèbre Bleu. Si tu avais pu avoir un autre rôle que journaliste dans le foot, aurais-tu aimé être sélectionneur, entraîneur, président, joueur ou un autre rôle que je n'ai pas évoqué? Bah, entraîneur, il faut des diplômes, sélectionneur, il faut des diplômes, président, il faut de l'argent et joueur, il faut le niveau. Donc rien de tout ça. Moi aussi, j'avais aimé avoir un rôle dans un club de foot, c'est directeur sportif. Ouais. Ça m'aurait plu, je dirais même que ça me plairait encore aujourd'hui. Sauf que voilà, maintenant je ne veux pas déménager de là où je suis, donc c'est sûr que si je dois être directeur sportif d'un club, ce sera Nantes et au pire Rennes, mais autant vous dire que vous êtes tranquille, vous allez encore me voir quelques semaines sur YouTube. Alors, Baptiste N me demande quel est ton meilleur souvenir journalistique. Je pense la finale de l'Euro 2000, avec la victoire des Bleus, avec le but de Viltord à la dernière seconde des arrêts-jeux et le but en or de Trezeguet. Je l'ai dit souvent, moi je faisais ce jour-là, je faisais le fait du match comme papier, et j'avais mis
le but de Del Vecchio, j'avais mis le but qui tue et mon papier était terminé au moment où Wiltord a égalisé. Donc évidemment, mon papier, il fallait le foutre à la poubelle, mais j'ai jamais été aussi content d'avoir un papier à recommencer. Et puis voilà, même si la fin du match a été totalement saccagée par les forces de sécurité néerlandaises qui ont fait n'importe quoi et se sont comportés comme des nazis avec des journalistes. Il y avait même Bernard Lyons qui avait fini au poste. Voilà, mais c'est un très très bon souvenir. Question de Gérald Sergent, à quand remonte ta plus belle émotion? Ma plus belle émotion, c'est aussi ça. Ma plus belle émotion, la victoire du PSG en finale de la Coupe 82 contre Saint-Étienne. Pareil, l'égalisation de Rocheteau à la dernière minute de la je sais plus si c'est des arrêts de jeu ou de la prolongation. Voilà, c'était l'époque où j'étais vraiment très supporter du PSG. C'était le premier titre du club, donc c'était, ouais, ça doit être ça. Ouais. Question de Nero de Prod, si je pouvais revenir en arrière, que changerais-tu? J'irais pas à l'interview de Portolano. Alors, question de Baptiste N, quel est le plus beau compliment qu'on m'ait fait? C'est marrant. Ouais. C'était en Ligue 2, Strasbourg et Bordeaux étaient à la lutte. Et Strasbourg va faire 0-0 à Bordeaux. Et le lendemain, je suis dans le bureau de Gilbert Grèce à Strasbourg. Et il y a un ami à lui qui l'appelle et lui dit comment c'était le match. Et Gilbert Grèce, j'étais devant lui, il dit Lille, papier dans l'équipe, c'est exactement ça. Et quand tu sais comment était Gilbert Grèce avec les journalistes, il y avait du Luis Enrique en lui, c'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup touché. Alors, question de Baptiste N, décidément très en forme. Qu'attends-tu de ces 10 prochaines années? D'être là dans 10 ans pour être toujours en vie. Parce que, malgré tout, avec ce que j'ai vécu, je suis pas en sursis, mais enfin pas loin quand même. Donc, non, voilà, continuer à vivre tranquillement ma nouvelle vie, peinard. Loin de tout tumulte et de tout problème de nouveau. Alors, l'enfant Pierre dirait quoi à Pierrot le foot? Si c'est un jeune enfant, il dirait mais pourquoi tu parles de foot? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est déclenché à 13 ans, chez moi, hein, avec la finale, avec les Verts à Glasgow en 76, donc j'avais 13 ans. C'est vrai qu'avant ça, le foot n'était pas du tout une priorité pour moi, donc si c'est un enfant qui a moins de 13 ans, il serait très surpris que j'ai fait carrière dans le football. Si c'est un enfant de plus de 15 ans, je pense qu'il me demanderait si je suis satisfait de tout ce que j'ai vécu. Et je lui dirais évidemment oui. Même si ça s'est pas bien fini, je pense quand même que ma carrière est très très belle. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Alors dites-moi en commentaire si vous trouvez que la captation de ce face à Pierrot est de meilleure qualité que d'habitude ou si on s'est fait chier pour rien. Et puis voilà, donc le pouce, la cloche, on s'abonne, vous le savez, hein, vous le savez.